Au départ, je ne vous cacherai pas que j'avais pensé commencer avec mes 3 chouchous du jeu. Mais alors que je rédigeais l'analyse du second, je me suis rendu compte que l'écrire après Dimitri avait beaucoup plus de sens. Et puis, ce n'est pas comme si je n'aimais pas Dimitri, loin de là. Donc j'ai recommencé une partie Lion de Saphir, et je me suis de nouveau fait poignarder dans le kokoro par le personnage qui est sans le moindre doute un des plus réussis de la franchise. Je ne suis pas surprise une seconde que Nintendo ait révélé qu'il s'agissait du personnage favori des développeurs, parce que ça se voit. Aujourd'hui, on s'attaque donc aux délégués des Lions de Saphir et prince héritier de Fargus, Dim Dim, Dimitri le désastre, Murder Mitri le dimisrupteur, la montagne de muscles à la puissance écrasante, ou comme ma meilleure amie et moi aimons l'appeler, mon bébé. Bien évidemment, cette vidéo dévoilera des éléments clés de l'intrigue. Comme la dernière fois, commençons rapidement avec les statistiques du personnage. Dimitri est une sorte de dieu vivant. C'est la touche supprimée du clavier, c'est le maître incontesté de la force, personne ne s'approche même de son niveau. Il ne commence peut-être pas avec la meilleure force du jeu, mais que ce soit sa croissance ou le niveau maximum qu'il peut atteindre, il est invaincu à ce niveau. En plus de ça, il a également la 5e place du classement en matière de PV, uniquement vaincu par Raphaël, Dedou, Gilbert et Balthus, qui sont un peu les plus gros tanks du jeu. Pour bien conclure le tout, il est en 7e place en matière de défense, derrière les tanks en question, et 2 personnages qui sont infiniment en dessous de lui en matière de PV. Oh attendez, j'ai dit pour conclure? Ah non, parce que s'il faisait tank surpuissant mais galérait un peu à toucher ses ennemis par manque de technique comme la plupart des autres dans le genre, ça serait une chose. Mais il est aussi dans le top 11 de la technique. Vous vous rappelez quand je blaguais de ce que ferait un personnage avec la force de Dimitri et la technique de Claude? Eh ben Dimitri n'en est déjà pas si loin. Surpuissant, grosse défense et grosse barre de vie, et en plus de ça, machine à critique qui touche facilement ses ennemis. C'est aussi le 3e personnage jouable avec le meilleur charme du jeu, et il n'est même pas lent. Il est un peu au-dessus de la moyenne, 16e sur 40, une vitesse correcte qui permet de doubler pas mal d'ennemis quoi. Et pourtant, Claude a de meilleurs stats générales que lui. Cela s'explique au niveau des statistiques restantes. La plus grande faiblesse de Dimitri est sa résistance. Il est 34e sur 40, l'avant-dernière position. Il est donc possible de s'en débarrasser sans trop souffrir avec de la magie, à condition de se tenir loin de lui et qu'il n'ait pas Rétribution ou le Calice des Origines. Désolé, c'est juste un personnage profondément jouissif à utiliser. Conformément à la règle des unités spécialisées, il n'est pas non plus très bon en magie avec la 32e place. Il faudrait vraiment être un peu bizarre pour lui donner une classe magique, donc rien de bien important. Mais il est définitivement dans le quart des moins bons en matière de magie et il en va de même pour la chance, sa seconde plus grande faiblesse. Dimitri a d'ailleurs l'honneur discutable d'être le seul leader à être le moins bon de sa classe dans une stat. Mais cette stat étant la chance, je trouve que ça représente en fin de compte plutôt bien le personnage. Pour cette fois, il y a un point légèrement intéressant à étudier, à savoir sa technique, qui, comme j'ai dit, atteint presque le top 10. Donc, le quart des personnages les plus précis est susceptible de faire un critique du jeu. Elle est intéressante à noter parce qu'on sait que la force surhumaine de Dimitri lui a attiré bien des problèmes, qu'il casse des épées et tord des aiguilles. En soi, le jeu semble faire grand cas de justement son manque de dextérité. Mais il serait tout à fait logique de voir cette bonne dextérité comme, au contraire, la preuve qu'il travaille peut-être plus dur que n'importe qui sur sa précision, afin de contrer cette force qui lui pose bien des soucis. Sur ce, la partie statistique, c'est terminé, attaquons-nous au personnage en lui-même. Dimitri Alexandre Bladed est né prince de Fargus, à Firdiad, la capitale du royaume. Sa mère meurt alors qu'il est encore très jeune lors d'une épidémie qui a ravagé Fargus, et il est à la place élevé par son père, le roi Lambert, et sa belle-mère, la reine Patricia. L'influence de Patricia a été très forte sur lui, au point que dans leur soutien, Happy mentionne qu'ils saluent les gens de la même façon, se mettent en colère de la même façon, et même tiennent les livres de la même façon. Dimitri tient d'ailleurs énormément à cette belle-mère, qu'il qualifie comme étant la femme la plus gentille qu'il ait jamais rencontrée. Il est également entouré d'amis, comme Félix, Glenn, Sylvain et Ingrid, possède un professeur attitré en la personne de Gustave, rencontre d'autres nobles du royaume comme Catherine, et passe même une année en compagnie de sa belle-sœur adorée, Edelgard. Néanmoins, cette enfance, peut-être pas idyllique, mais clairement enviable comparée à d'autres, prend fin très brusquement le jour de la tragédie de Duscur. Ce jour-là, Dimitri voit son père et sa belle-mère massacrés sous ses yeux, tout comme des chevaliers qu'il connaissait depuis toujours.
Glenn, un de ses amis chers, meurt en le protégeant, et le roi meurt, lui, en criant à son fils de les venger. Dimitri est le seul survivant, un survivant que personne n'écoute lorsqu'il répète, encore et encore, que ce n'est pas Duscur qui a attaqué ses proches. Incapable d'empêcher le génocide qui s'ensuit, il ne parvient qu'à sauver un jeune Duscurien, Dedou, qui deviendra son vassal le plus loyal. Ces deux massacres, celui des siens et celui des Duscuriens, traumatisent profondément Dimitri et sont à l'origine d'une profonde psychose qui se met alors à le hanter, plus ou moins littéralement. Il voit les fantômes de ses proches qui réclament leur vengeance. Il perd le contrôle de lui-même en combat, ce qui lui fera perdre son meilleur ami, Félix, horrifié par ce qu'il l'aura vu faire lors de leur première bataille. Qu'à cela ne tienne, même si la situation blesse énormément Dimitri, il a plus important à faire. Apporter la paix aux fantômes qui le hantent en commençant par trouver les véritables responsables de la tragédie de Duscur. C'est à ces fins qu'il se rend à Garreg Mach et commence à enquêter sur le seigneur Arundel d'Adrestia, qu'il soupçonne comme étant responsable de l'événement. Son objectif est simple, venger les morts, rien de plus, rien de moins. Pour un objectif aussi sombre, force est de constater que Dimitri en lui-même est un jeune homme extrêmement charmant, maladroit et même naïf, empli de bonté et profondément adorable. Son respect pour la vie est immense, surpassant même celui de Claude, au point de se sentir profondément malade et d'être particulièrement blessé après la rébellion de Lonato, car il estime qu'il aurait dû y avoir un moyen de discuter et négocier, de ne pas en arriver à ces morts inutiles. Mais repartons au début de la route des Lions de Saphir pour tout faire dans l'ordre. Dès le début, Dimitri se montre profondément poli, légèrement embarrassé à l'idée de demander de l'aide, fier de son pays, mais très peu enthousiaste face à la violence. Sa réplique, lorsqu'il tue un ennemi pour la première fois contre les bandits, dit littéralement que peu importe le nombre de fois où il a tué quelqu'un, il ne parvient pas à s'y faire. Il n'apprécie nullement la violence et considère le fait de devoir affronter ses propres citoyens lors de la révolte de Lonato comme parfaitement inacceptable. Il a aussi une vision du monde très en nuances de gris qui est parfaitement remarquable comme on peut le voir plus tard. Dimitri considère que chaque personne a quelque chose d'inacceptable et que lui-même est loin de faire exception. La question qu'il se pose quant à sa future manière de régner est ce qui est le plus simple entre le fait d'éliminer tout ce qui ne rentre pas dans le moule et accepter toutes les différences avec sa propre vision. Une conversation qui montre une profonde maturité et beaucoup de réflexion. De la même manière, il est l'un des personnages qui réfléchit le plus à l'importance des emblèmes du jeu. Contrairement à la grande majorité qui se contente de voir le système comme mauvais, Dimitri fait remarquer qu'un système ne perdure en général pas sans raison, et que dans le cas de Fargus, des maisons comme celle des Gauthier y voient une profonde importance, car leur emblème est le seul avantage qu'ils ont face aux clans nordiques qui menacent couramment de les envahir. Son point de vue, plus centriste, est qu'emblème ou non, il faut apprendre à se respecter les uns les autres, car finalement ce n'est qu'une force parmi tant d'autres qui ne devrait pas jouer un rôle si important dans leur société. Ce point de vue sur la situation montre un profond recul que finalement, pas mal de personnages pourraient lui envier, et prouve qu'il a beaucoup réfléchi à la question, probablement après avoir vu les souffrances qu'a subi Sylvain à cause de son propre emblème. Face à la situation Miclan, le point de vue de Dimitri est en résumé « Oui, il méritait mieux et ses parents n'auraient pas dû le déshériter comme ils l'ont fait, mais non, ça ne justifie en rien ses actes. » Ce qui est probablement un juste milieu encore une fois assez admirable, qui rappelle un peu la réaction de Claude face à Lonato. On le voit également enquêter sur Arundel et s'inquiéter pour Edelgard, ce qui s'explique à la fois par le fait qu'il ait des doutes sur les seigneurs impériaux quant à la tragédie de Duscur, et parce que la dernière fois qu'il a pu voir sa belle-sœur adorée, celle-ci repartait dans un pays en proie au danger, puis ne lui a par la suite jamais donné de nouvelles. Il cherche donc à s'assurer qu'elle va bien sans être trop envahissant, ce qui est plutôt mignon. On ne peut donc que se demander de quoi Félix parle lorsqu'il se montre très critique à l'égard de Dimitri, allant jusqu'à le qualifier de bête sauvage assoiffée de sang. Clairement, leur soutien montre qu'il s'est passé quelque chose, mais ça semble tellement à l'encontre du Dimitri qu'on apprend à connaître, qu'on est mal à l'aise et on se demande ce que ce prince charmant a à nous cacher. Peut-être l'ignore-t-on même parce que Félix se montre agressif et peu avenant envers tout le monde de toute façon, donc sûrement exagère-t-il. Non ? Le masque commence à se briser à Remayer. Sever their limbs and crush their wicked skulls! La fureur froide et pourtant profondément violente de Dimitri face à une situation comme le massacre de Remayer est la première preuve que l'on a que Félix n'inventait rien. Dimitri a effectivement cette part d'ombre que le professeur détecte chez lui au tout début du jeu. Et cette part d'ombre est énorme. C'est le début de la fin, la retombée lente mais certaine dans la psychose. Lorsqu'après le combat, Dimitri nous révèle son passé, clairement perturbé mais se calmant au fur et à mesure, jusqu'à nous admettre qu'il est venu ici en quête de vengeance, on se rend compte à quel point le personnage a le potentiel de sombrer. Et il sombre, en effet, terriblement. Lorsqu'il trouve la dague d'Edelgard, il est dans le déni, persuadé que ça ne peut pas être elle, mais les autres personnages autour font remarquer qu'il a l'air d'en perdre le sommeil.
Dedou lui demande d'aller se reposer, en vain. Ce n'est déjà pas très bon en temps normal, mais forcément, la goutte d'eau qui fait déborder le vase est lorsqu'Edelgard est en effet révélé comme étant l'empereur des flammes. Cette révélation est la seule à nous faire l'honneur d'une cinématique animée, et la raison est évidente. C'est la révélation de la traîtrise d'Edelgard, oui, mais aussi et surtout l'un des points les plus importants du développement de Dimitri. C'est d'ailleurs la seule cinématique animée exclusive à une seule route qui a lieu durant la première partie du jeu. Voir Dimitri complètement craquer ainsi, céder à la violence et à la fureur dans une rage folle, briser le cou d'un soldat à main nue et ce sourire. Il va sans dire que c'est le point de non-retour. La chute, le moment où on n'est plus sûr qu'il soit possible de le sauver. Pas le temps de trop s'en faire, ceci dit. La guerre est déclarée et Byleth ne se réveille que 5 ans plus tard. 5 ans qui, de toute évidence, n'ont pas été tendres pour Dimitri. Quelque chose d'assez phénoménal au niveau du character design, c'est que l'évolution physique des personnages entre la première et la seconde partie du jeu en dit énormément sur ce qu'ils ont vécu. Si Claude a troqué son uniforme contre une tenue élégante et ses cheveux en bataille contre quelque chose de plus distingué, représentant ainsi le prestige de sa nouvelle position, Dimitri est allé dans le sens opposé. Ses cheveux sont beaucoup plus longs et peu soignés, il est borgne, couvert de sang, et porte une armure peu élégante et une cape de fourrure rapiécée. Cela fait des années que le prince erre dans la nature, occupé à assassiner des soldats impériaux sur les terres du royaume, seul avec les démons qui le hantent. Il a sombré, quelque chose qui est clair lorsqu'on voit la scène des retrouvailles avec lui. Il est tapi dans l'ombre, mais la lumière éclaire brièvement son visage, nous permettant à la fois de voir son état et d'indiquer qu'il reste une part d'espoir pour lui. Le professeur avance alors dans la lumière, nous donnant ce superbe plan qui dit tout. Dimitri est prostré sur le sol, dans l'ombre. Le professeur est debout, dans la lumière. Yael lui tend alors la main pour l'inviter à revenir dans la lumière. Et il la refuse. Néanmoins, la lumière reste à l'écran, preuve qu'elle n'est pas hors de portée, qu'il est toujours possible pour lui de l'accepter plus tard, ce qu'il finira par faire. Cette scène sert de miroir à la fois à sa scène de rédemption, celle où il accepte enfin la main tendue, et à la scène finale, où c'est lui qui tend la main à une Edelgard vaincue et que celle-ci la rejette, bien plus violemment qu'il n'avait rejeté celle du professeur. Mais retournons à notre ordre chronologique. Après ces retrouvailles douces amères, il est assez évident que Dimitri n'a plus toute sa tête. Disparu le prince maladroit, raisonnable, poli et qui déteste la violence, nous avons maintenant la bête assoiffée de sang dont parlait Félix. Empire apparemment. Il est agressif, peu disposé à écouter, et totalement obsédé par la vengeance. Il s'isole dans la cathédrale, ne parle plus qu'à ses fantômes, et fait même preuve d'un certain sadisme envers ses ennemis, au point que Byleth intervient pour l'empêcher de faire on ne sait quelles horreurs à un général capturé. Lors de leur retrouvaille à Hylel, Rodrigue lui exprime son point de vue sur la situation avec beaucoup de sagesse, mais rien n'indique que ces mots l'ont vraiment touché, et ce alors qu'ils proviennent de son père adoptif adoré, un homme que Dimitri admire énormément, quelque chose qu'il avait déjà avoué au préalable. Finalement, le premier indice qu'on a que notre Dimitri Choupi adoré est encore là, a lieu lors de la prise du pont de Myrdine. Qu'on ait récupéré Dedou ou pas, sa réaction à la fin montre clairement qu'avoir tué ces gens le ronge. Il est intéressant de noter que si on ne les avait pas recrutés, Ferdinand et Lorenz sont sur cette carte et doivent être tués. Ce sont les premiers anciens camarades de classe que l'on rencontre dans cette route, et donc il serait logique que ce soit le fait de les tuer qui fasse ainsi réagir Dimitri, de la même façon que le visage attristé de Claude en récupérant la clé du palais d'Enbar s'explique quand on voit que si on ne l'a pas recruté, il faut tuer Petra pour l'obtenir. Mais c'est la mort de Rodrigue à Grandeur, tué par la sœur de l'homme qu'il voulait torturer, qui le fait basculer. Pour la première fois, il se rend compte que sa quête de vengeance fait souffrir les gens autour de lui et voit le cercle vicieux dont il s'agit. Rongé par son dégoût de lui-même, Dimitri serait allé se tuer en poursuivant sa route tout seul si le professeur ne lui avait pas tendu la main. Cette fois-ci, il accepte. La transformation est phénoménale. Honteux de son comportement, Dimitri s'excuse profondément auprès de ses camarades et change totalement de cap, décidant d'aller libérer son royaume au lieu de poursuivre sa vengeance. Et il reste sur cette voie. Le soutien de son peuple et de ses camarades lui permettent de redevenir l'homme bon et vertueux qu'il était, et même découvrir que sa belle-mère bien-aimée a peut-être joué un rôle dans la plus grande tragédie de sa vie ne le détourne pas du droit chemin cette fois. Preuve qu'il a évolué, et qu'une trahison de la part d'un être cher ne suffira plus à le faire sombrer. Il se précipite au secours de Claude au moment même où celui-ci envoie une lettre quémandant de l'aide, et est tellement prêt à pardonner tous ceux qui l'ont blessé qu'il tente même de négocier avec Edelgard avant le combat final, et lui tend la main pour l'aider à se relever après l'avoir vaincu. Si celle-ci le rejette si cruellement et violemment qu'il est forcé de la tuer, il n'y a qu'à voir sa tête après pour comprendre à quel point cette issue n'était pas celle qu'il voulait. L'image de conclusion de la route le représente en train de jouer avec des enfants, renforçant ainsi son statut de all-loving hero jusqu'au bout. Ce qui est fascinant à observer avant tout, c'est à quel point la route entière tourne autour de l'évolution de Dimitri. Et quand je dis entièrement, je veux dire même au niveau du gameplay. Tant qu'il refuse de vous parler et reste dans la cathédrale, il ne peut pas participer aux activités du tout. Que ce soit les repas, le chant, le sauna, la cuisine ou les cours, il ne vous accompagne qu'en combat.
Ses répliques en combat sont violentes, Even if I die. mais montrent aussi qu'il n'a aucun intérêt envers son propre bien-être, considérant les fois où on le soigne comme étant un effort gâché. Wasted effort. En fin de compte, pour toute la haine qu'il voue au monde durant cette période, la personne qu'il semble détester le plus n'est même pas Edelgard, mais lui-même. Il veut satisfaire les fantômes qui le hantent, accomplir leur vengeance, mais s'il n'en est pas capable, mourir et les rejoindre est une bonne alternative. Peut-être même son véritable objectif. Il passe ces quelques chapitres à s'autodétruire profondément, mais au moment même où Rodrigue meurt, le choc le réveille. Son portrait en jeu change, lui donnant aussitôt l'air plus réveillé, car c'est un réveil, plus qu'un changement en soi. Après tout cela, il redevient disponible pour les activités citées précédemment, même si certains de ses soutiens montrent qu'il n'est pas entièrement tiré d'affaire et qu'il aura probablement toujours ses voix qui le poussent à la destruction. C'est d'ailleurs ce qui lui arrive lors de l'événement Nouveau Futur de Fire Emblem Heroes, qui montre que les crimes qu'il estime avoir commis le hantent toujours, et que même s'il s'est décidé à dédier sa vie à diriger Faudlan de manière juste et à aider les autres, il ne sera probablement jamais entièrement débarrassé de ses démons, et a toujours une estime de lui-même au ras des pâquerettes. Mais c'est mieux que ce qui lui arrive dans les autres routes. Dans les autres routes, en dehors d'Ombre Embrasée qui s'arrête avant la timeskip, Dimitri est un personnage profondément tragique. Il n'apparaît que très peu après le début de la guerre et c'est toujours pour mourir. Dans Random Road, on entend dire qu'il a été exécuté 5 ans plus tôt, et c'est même tout ce qu'on sait de ce qui lui est arrivé jusqu'à Grondeur, où il faut le battre pour le forcer à battre en retraite. Malheureusement, cela ne suffit pas, et Hilda nous révèle après le combat qu'il a continué de poursuivre les impériaux jusqu'à s'effondrer, et que ceux-ci l'ont tué alors qu'il était à terre. Une mort profondément horrible et injuste qui attriste profondément Claude et la jeune femme. Dans Neige Argentée, on ne participe pas au combat de Grondeur, mais on apprend sa mort après coup. Dimitri apparaît alors, perdu, et disant avoir besoin de justifier sa décision. Le fait qu'il disparaisse au moment où Cétès arrive sous-entend que l'on s'adressait à son fantôme, et ajoute une dose d'ironie tragique au personnage, hanté par des fantômes qui n'existent pas, alors que notre professeur se montre, lui, capable de les voir. Quant à Fleur Vermeille, il s'agit du boss de l'avant-dernier niveau. Il sort de Firdiade pour éviter un massacre dans les rues et tente d'arrêter l'Empire qui a déjà tué certains de ses amis les plus proches comme Rodrigue avant que celui-ci n'envahisse sa capitale. Dans cette route, il a vécu 5 années finalement beaucoup moins atroces que dans les autres et cela se voit à son attitude réfléchie et protectrice envers son peuple. Loin d'être aussi obsédé avec le fait de tuer Edelgard, c'est ici un roi guerrier prêt à protéger son peuple depuis le début et il n'hésite pas à se mettre en danger pour celui-ci. S'il est tué extrêmement vite, il peut avoir une mort plus ou moins paisible en prenant pour réconfort le fait d'avoir su donner une raison de vivre à des gens comme Dedou. S'il meurt après ses alliés, en revanche, c'est tout bonnement atroce et l'hypocrisie dénuée de toute empathie de celle censée être notre héroïne lors de son exécution me met personnellement très mal à l'aise. Ce qui était probablement l'intention. Après tout, Nintendo a déjà indiqué que Fleur Vermeille était la route conquête de Three Houses, et cette scène est un rappel que l'on ne joue ici pas les gentils. Dimitri ne vous a rien fait dans cette route. Il héberge juste Réa et l'église après que Edelgard et ses alliés a détruit ce qui a été leur maison depuis des siècles avant de se l'approprier, puis il défend son royaume contre des envahisseurs qui ont déjà montré qu'ils n'avaient aucune pitié, allant même jusqu'à ordonner la mort d'officiers en train de battre en retraite. Il est d'ailleurs profondément intéressant de regarder la classe des personnages durant ces moments où l'on se retrouve sur le même champ de bataille. Dimitri, en tant que protagoniste le plus évident et classique du jeu, possède une classe ultime qui a jusque-là toujours été réservée aux protagonistes des jeux. Et Hector, le meilleur ami d'Hollywood et un de vos plus grands alliés, la classe Grand Lord. A l'opposé, Edelgard possède des classes d'empereurs qui ont toujours été réservées à des ennemis. De son côté, Claude possède des classes exclusives jamais vues auparavant, comme pour indiquer son statut d'étranger. Cela peut également se refléter aux couleurs des unités, le bleu ayant toujours représenté les unités joueurs et le rouge les unités ennemies. Les autres couleurs, vert et jaune, représentent en général les unités alliées ou autres. Ce n'est pas un hasard si ce sont les couleurs qui représentent les 4 factions du jeu. Bref, revenons-en aux classes. Dimitri, quand on l'affronte dans Random Road, possède la classe All-Lord, qui est celle qu'il possède au début de Lune d'Azur avant de retrouver Rodrigue. C'est une armure noire, peu reluisante, qui accentue son côté agressif et déraisonnable. C'est un chef de guerre ici, pas un roi. En revanche, en tant que boss de Fleur Vermeille, il est équipé de la classe Grand Lord, cette classe qui représente toujours le protagoniste. Le fait qu'il ne fasse absolument rien de répréhensible dans cette route et porte cette armure blanche et cette classe, tandis que nous l'affrontons avec un empereur, symbolise parfaitement qui, entre les deux, est le véritable héros dans l'histoire. C'est lui qui résume le mieux la situation lorsqu'il fait remarquer que cet avenir qu'Edelgard compte construire aura été bâti sur des cadavres et des larmes.
L'histoire de Dimitri, en fin de compte, est toujours une histoire quant au poids de la vie. Les tragédies qui ont frappé son enfance, de la mort de sa mère alors qu'il était très jeune à la tragédie de Duscur, lui ont donné un profond syndrome du survivant. C'est-à-dire qu'il se sent coupable d'avoir survécu là où d'autres n'ont pas eu cette chance. Il estime ne pas avoir mérité sa survie autant que d'autres qui y sont morts, et déteste le fait que certains soldats soient morts en le sauvant au lieu de privilégier leur vie. C'est cette culpabilité qui est à la source de la majorité de ses décisions et de ses problèmes. Il souffre également clairement de dépression, je veux dire, il y a quand même pas mal d'indices, sans oublier qu'un des possibles symptômes de celle-ci est la perte de goût. Et Dimitri n'a en effet plus le moindre sens du goût. Le seul plat du réfectoire qu'il n'aime pas est le sorbet, et il est facile de deviner que c'est le froid qui est en cause, tandis que les seuls repas qu'il aime beaucoup sont ceux qui lui rappellent son enfance. Pour citer Wikipédia, les individus atteints de dépression peuvent ruminer ou être préoccupés par des pensées ou des sentiments d'impuissance, d'inutilité, de regret ou culpabilité, de désespoir et de haine envers eux-mêmes. Dans certains cas plus graves, ils peuvent également être victimes de psychose. Et ça tombe bien pour nous, parce que Dimitri souffre également de psychose. Comme Wikipédia résume bien les choses une fois de plus, citons-la de nouveau. La psychose est un terme générique en psychiatrie désignant un trouble ou une condition anormale de l'esprit, évoquant le plus souvent une ou des obsessions avec pour résultat une perte de contact avec la réalité. Et un peu plus bas, dans la section psychiatrie, la psychose qualifie les formes sévères d'un trouble psychiatrique durant lesquelles peuvent survenir délire, hallucinations, violences irrépressibles ou encore une perception distordue de la réalité. Voyons voir. Ouais, je pense qu'on est bon. Bref, vous l'aurez compris, Dimitri n'est pas quelqu'un de très heureux ou équilibré suite à ses traumatismes. Et son évolution dans le jeu ne consiste non pas en le fait de réprimer ses troubles, comme il tente de le faire lors de la première moitié du jeu, mais en le fait de les accepter comme faisant partie de lui et d'être la meilleure personne qu'il peut être malgré ceci. Il n'en sera jamais entièrement libéré car ce n'est pas comme ça que fonctionnent les maladies mentales, mais il peut faire de son mieux pour y parvenir. Lune d'Azur étant la route avec le moins de victimes obligatoires, et celle qui a d'un point de vue général les fins les plus heureuses pour tout le monde, il fait sens que ce soit la seule où un homme aussi brisé puisse trouver le bonheur. Cela ne change en rien à la tragédie du personnage, qui aurait sincèrement juste besoin d'un bon psy. Comme une bonne partie des personnages d'ailleurs. Mais revenons sur cette histoire de poids de la vie, car Dimitri connaît le poids de la vie probablement mieux que tous les autres personnages du jeu, en bonne partie en raison de cette culpabilité, mais aussi de son profond altruisme. Cette culpabilité qu'il possède fait qu'il est incapable de faire un choix qu'il estime égoïste. Il a la sensation de devoir vivre pour les autres, notamment ceux qui n'ont pas eu la même chance que lui. Il tente de venger les morts et se convainc, dans son délire, que c'est ce qu'ils veulent parce qu'il est incapable d'accepter ses actes comme provenant de ses propres désirs. Quelque chose que Félix lui fait remarquer assez sèchement dans leur soutien. Mais en dehors de sa phase agressive, dirons-nous, on remarque déjà qu'il tient la vie en très haute estime. En plus d'être le seul en dehors de Félix à ouvertement critiquer la glorification d'une mort noble dont peut être coupable Fergus, Dimitri est le leader qui réagit le plus tristement lorsqu'il tue un bandit lors du premier chapitre. Et aussi le plus fort à la mort de Lonato, à la fois parce qu'il s'agissait d'un de ses citoyens, et parce qu'il voulait, plus que tout, trouver une résolution pacifique qui n'impliquerait pas une telle tragédie. C'est un état d'esprit qu'il garde tout le long de sa route, montrant beaucoup de compassion et d'empathie, même pour ses ennemis, tant que ceux-ci ne sont pas des brigands ou coupables d'atrocités comme Harry Mayer. Dimitri a parfaitement conscience de l'importance de la vie et déteste quand celle-ci est gâchée en vain. Nous entrons maintenant dans l'espace théorie. Il est intéressant de noter que ce soit le futur roi du Saint-Royaume qui ait cet état d'esprit, étant donné que ce royaume est très militaire. Mais cela peut s'expliquer à la fois par l'histoire tragique qui le poursuit, et par le fait que Fergus semble en général être un endroit assez pauvre. Entre la situation d'Ingrid qui montre que même les nobles peuvent peiner à se sustenter, et certaines des répliques de Dimitri dans Fire Emblem Heroes, il est évident que le simple fait de naître noble ne vous donne pas pour autant une vie de luxe. Cela peut également se voir au niveau de l'attitude générale des nobles du pays. Il s'agit en effet du seul pays à n'avoir aucun noble qui fasse preuve de classicisme. Aussi innocents que ce soit, Ferdinand et Lorenz sont tous deux coupables de classicisme. Mais on ne peut en dire autant d'aucun personnage provenant de Fergus. Certains d'entre eux, comme Catherine, trouvent même une telle attitude absolument révoltante. En soi, il est crédible d'imaginer que Fergus étant un endroit pauvre, la différence de statut entre nobles et roturiers est beaucoup plus infime que dans le reste de Fodlan. Et cette pauvreté jette un tout autre œil sur cette culture d'une mort noble de Fergus. Les nobles, comme les roturiers, ne vivent après tout pas vieux.
Alors ne serait-il pas mieux de mourir noblement que de vivre honteusement pour quelques jours de plus? Ce n'est qu'une théorie, mais je trouvais intéressant de la mentionner ici. Retournons maintenant à nos Dimitri. Il est aussi intéressant de regarder ce que cette culture d'une mort noble a comme effet à Fargus. La tragédie de Duscur provoque des réactions diverses. Gilbert, un des rares survivants, a la sensation d'avoir fait honte à sa famille en survivant alors que le roi est mort, et ce alors qu'il a pu sauver le prince, et fuit donc le pays pour se repentir auprès de l'église. Rodrigue est attristé par la mort de son roi et de son fils aîné, bien sûr, mais voit du réconfort dans le fait que le dit fils aîné soit mort noblement en sauvant le prince. Mais les réactions les plus extrêmement opposées sont sûrement celles d'Ingrid et de Dimitri. Oui, Dimitri, pas Félix. Ingrid voit la mort de Glenn comme une tragédie, mais aussi comme un idéal à atteindre. Elle se met à le voir comme la représentation parfaite de la chevalerie, et sa mort comme le genre de mort qu'on aspire à avoir. Dimitri, lui, considère la mort de Glenn, à laquelle il a assisté, comme un sacrifice inutile et tragique, quelque chose qui n'était pas nécessaire et qu'il n'aurait pas dû faire, comme une erreur de la part de celui-ci, quelque chose d'atroce et qu'il a dû regretter lors de ses derniers instants. Félix, en revanche, considère que son frère a fait son travail, ni plus ni moins. Ce n'est pas tant la mort de son frère qui est à l'origine de son cynisme quant à la chevalerie, que la manière dont son père a réagi à celle-ci. C'est donc Dimitri qui est la réaction la plus négative par rapport à la mort de Glenn et des victimes de Duscur en général, ce qui peut s'expliquer tout simplement par le fait qu'il y ait assisté. Quoi qu'il en soit, ces tragédies ont aussi bien façonné les troubles psychologiques de Dimitri que son respect profond envers la vie des autres, bien plus qu'il n'en a pour la sienne.